Oui, bonjour à tous et merci vraiment beaucoup à BPI. Cet événement a été repoussé plusieurs fois. Depuis le début, j'avais vraiment souhaité y participer. Merci de m'avoir donné l'occasion de venir m'exprimer devant vous. Donc effectivement, moi j'ai un parcours qui est un peu original. Je n'ai pas vraiment tout lâché. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a une forme de continuité finalement dans mon parcours. Mais je vais me prêter à un exercice que j'aime pas trop en général, qui est de parler de moi, parce que finalement, je pense que cette aventure entrepreneuriale est intéressante, et si elle peut donner des idées à d'autres entrepreneurs, eh bien, je serais ravie de pouvoir être une source d'idées ou même d'inspiration, soyons immodestes. Donc moi, j'ai un parcours un peu particulier. Je crois que c'est entreprendre quel que soit le contexte. Donc mon contexte, lorsque j'ai créé mon entreprise, quel était-il ? J'étais une femme avec un parcours de haut fonctionnaire, Cour des comptes. Je sortais d'une expérience gouvernementale qui avait été absolument passionnante, mais aussi éreintante. Donc j'étais vraiment lessivée par cette période. J'avais eu dans mon enfance la vision d'un père qui avait créé son entreprise en 87 et qui s'était pris le mur de la crise. Et j'avais des souvenirs, alors qu'il était chargé de famille et que ma mère ne travaillait pas, qui était donc la seule source de revenus de la famille. J'avais le souvenir de lui revenant de rendez-vous à la banque où ça s'était mal passé. Et donc des images plutôt anxiogènes de la création d'entreprise qui ne m'avaient pas forcément donné un immense goût du risque pour moi-même. Et puis j'avais 43 ans à l'époque, donc à la fois jeune, enfin je trouve que c'est jeune, mais enfin c'est pas si jeune que ça. Aujourd'hui je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont la vingtaine et donc bon, c'est un milieu de carrière on va dire, donc pas forcément les meilleurs ingrédients pour commencer une carrière entrepreneuriale. Et puis finalement, comment se sont passées les choses ? Donc comme toujours dans la vie, c'est à la fois des rencontres, de la chance, des hasards, des alignements de planètes. Donc pour moi, comment ça s'est passé ? D'abord, j'ai eu une sorte d'inception, je ne sais pas comment on peut dire, quelqu'un a planté la graine de cette idée de faire du venture capital que je n'avais absolument jamais eu en tête. Et c'est un grand patron français, c'est Maurice Lévy. Je dis son nom parce qu'en fait, je lui dois finalement beaucoup. Je ne me suis pas rendu compte sur le moment. C'est Maurice Lévy qui m'a parlé du capital risque, qui m'a dit il y a des équipes, tu pourrais rentrer dans une équipe et puis ça t'irait très bien, etc. Et donc c'est lui qui a planté cette graine dans mon esprit, mais ça restait encore assez théorique à l'époque. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invitée, alors vraiment ça n'avait rien à voir, mais j'ai été invitée en Corée, qui est le pays où je suis née, mais avec lequel je n'avais pas vraiment de lien puisque j'ai été adoptée. Donc un pays que j'avais très peu fréquenté finalement, sauf à l'occasion de quelques visites officielles. J'ai été invitée à inaugurer une exposition. Et donc à l'occasion de cette visite, j'ai pris le temps de rencontrer des gens que j'avais rencontrés précédemment, qui en fait étaient notamment le fondateur de la plus belle success story de l'Internet en Corée. Cette personne, donc Lee Hae-jin, est un entrepreneur absolument visionnaire qui a créé une entreprise qui s'appelle Naver, qui a créé cette entreprise en 99. Au départ, c'était un petit moteur de recherche. Finalement, ce petit moteur de recherche est devenu le moteur de recherche dominant en Corée, sans intervention des institutions ou de l'État, donc vraiment par sa seule pertinence. Et puis qui s'est développé ensuite à la manière d'autres plateformes du même type que je ne citerai pas, mais sur le shopping, sur les news, sur les paiements, etc., la régie publicitaire, et qui donc a eu une croissance absolument phénoménale, qui aujourd'hui fait de cette entreprise et de son groupe une entreprise qui a une valorisation boursière de 40-45 milliards et qui est cotée à Séoul, Tokyo et New York. 40 milliards, 45 milliards en 20 ans. C'est assez remarquable. Et honnêtement, quand j'étais ministre en charge du digital, c'était le type d'aventure entrepreneuriale dont je rêvais pour la France. Et je suis sûre que Nicolas et Benjamin rêvent aussi de ce genre d'aventure entrepreneuriale pour la France et pour l'Europe. Et donc, le fondateur de cette entreprise était un peu obsédé comme moi, parce que bien qu'étant sortie du gouvernement, j'avais encore gardé quelques marottes, était assez obsédé comme moi par deux choses. D'abord, les notions de souveraineté économique et de capacité des écosystèmes autres que l'écosystème américain ou chinois à créer des géants de l'Internet ou des géants de la tech. La capacité des écosystèmes autres que américains et chinois finalement à rentrer dans cette compétition et à aller disputer des parts de marché à ces géants de la tech. Et il était aussi
obsédés par probablement une vision un peu innovante du capitalisme. C'est une entreprise, Naver, qui paye ses impôts là où elle fait des profits, qui rémunère les articles de presse quand elle les cite, donc il y a une éthique business qui est un peu différente d'autres acteurs. Donc on se rejoignait un peu sur l'envie de faire croître nos écosystèmes locaux en Asie et en Europe, et on se demandait un peu quelle était la martingale ou le secret pour faire ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait en discutant, mais c'était une conversation vraiment tout à fait non business, en discutant finalement j'ai compris que cet entrepreneur s'intéressait à l'Europe parce qu'il avait vu tout ce qu'on avait fait sur la French Tech, il trouvait qu'il y avait des talents, qu'il y avait des entrepreneurs intéressants, il avait envie de s'acculturer un petit peu à notre écosystème, et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une aventure entrepreneuriale qui nous permettra de réaliser notre rêve, c'est-à-dire aider les champions européens et asiatiques à éclore, à grossir, et peut-être en exploitant des synergies entre nos écosystèmes, entre nos pays, peut-être qu'on aidera ces entrepreneurs à croître davantage et à se faire une place dans la compétition internationale. Donc au départ, c'est parti de cette ambition qui était quasiment une ambition politique, et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait une forme de continuité, et on s'est dit bon bah bingo, allons-y, et je peux vous assurer que je suis en levée de fonds actuellement, et là c'était la levée de fonds la plus rapide de l'histoire je pense, et je mesure aujourd'hui avec le recul à quel point finalement cet acte de foi de cet entrepreneur coréen, il y a assez peu d'investissements directs étrangers coréens en France finalement, à quel point cet acte de foi dans l'écosystème tech français était en tout point remarquable. Et donc l'aventure est partie comme ça. Moi je suis rentrée, j'ai pris l'avion du retour, j'avais pas d'entreprise, j'avais pas d'associés, j'avais rien, j'avais pas de locaux, j'étais dans ma cuisine, et puis finalement l'aventure est partie comme ça, avec ensuite une formidable équipe qui a pu me rejoindre. Et donc aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, et je crois que ça rentre pas mal dans l'épure de ces nouvelles équipes qui essayent de proposer une forme de valeur un peu différente ou différenciante, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence maintenant, mais je trouve ça formidable qu'il y ait un renouvellement aussi dans les équipes de gestion à Paris. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye donc d'identifier des entreprises françaises en majorité, mais européennes aussi, on est vraiment pan-européens, qui ont un potentiel de champion régional, voire mondial, et on essaye de les aider à se déployer ou à se développer en Asie. Qu'est-ce que ça veut dire, se déployer ou se développer? Ça veut dire trouver des débouchés, trouver des investisseurs, peut-être trouver des technologies, parce que notre partenaire Naver fait énormément de R&D et est prêt à mettre sa technologie au service des entreprises de notre portefeuille pour les aider à croître. Donc on essaie d'identifier des entreprises qui présentent ces caractéristiques, qui ont un intérêt pour l'Asie, qui n'est pas forcément exclusif évidemment d'un développement dans d'autres géographies, et donc on est très hands-on auprès des entrepreneurs pour les aider à identifier des partenaires ou des clients en Asie. Donc ça c'est l'aspect, la dimension synergie avec l'Asie, qui je crois est assez originale, même si Cathay fait la même chose avec la Chine, on est très proche d'ailleurs de Cathay. L'autre chose qu'on a voulu faire, c'est que comme on était une équipe jeune et qu'on avait besoin de se constituer un réseau et qu'on souhaitait vraiment être pan-européen, on a décidé de se créer un réseau européen en investissant aussi dans des fonds, en mettant des petits tickets dans des fonds européens. Et donc, on a souhaité pouvoir faire une toute petite poche de fonds afin de pouvoir accélérer la création de notre réseau. Donc, on avait une stratégie un peu hybride, même si on est des investisseurs directs, qui nous a permis de nous constituer un réseau dans des géographies qu'on connaissait mal, la Scandinavie, les pays de l'Est, les pays nordiques, les pays baltes. Et donc, ça nous a permis très rapidement de devenir vraiment pan-européens. Et puis, la troisième caractéristique qui nous différencie, je crois, par rapport à d'autres fonds, sans jugement de valeur, bien entendu, en toute humilité, c'est qu'on a des profils, du fait du mien déjà, qui sont assez originaux et qui présentent une palette de compétences, du coup, assez diversifiée. L'aspect réglementaire, affaires gouvernementales, relations avec les administrations, étant, je pense, assez intéressant pour un certain nombre d'entreprises qui ont des enjeux réglementaires. J'ai un associé, Antoine, qui est à Londres. On a un bureau à Londres et un bureau à Séoul,
donc à Londres, Antoine, qui était mon camarade en prépa HEC, donc ça ne nous rajeunit pas, mais c'est une histoire très ancienne. Lui a fait beaucoup de banques d'affaires et donc c'est le deal maker. Il est parfait pour négocier les deals, mais aussi réfléchir d'ores et déjà aux options de financement ou de sortie de nos participations. Et puis Paul, qui lui a fait toute sa carrière dans le VC et qui est un entrepreneur de la tech au départ et donc qui, lui, est vraiment très expérimenté dans l'investissement. Donc je crois que nos trois profils se complètent très bien. On vient de recruter un quatrième partenaire qui est lui aussi à Londres et donc qui a également une forte expérience en growth dans un fonds anglais. Donc voilà ce que nous avons construit jusqu'à présent avec Corelia, et donc nous essayons d'avoir de l'ambition, d'essayer de faire croître cette aventure entrepreneuriale. Je ne sais pas encore exactement si ça prendra la forme d'une plateforme ou si on va essayer de faire croître d'abord nos actifs sous gestion en gardant ce même positionnement. Je suis moi très fière de voir que finalement dans cette génération de fonds, Raphaël parlait de son fonds à l'instant, il y a aussi plein de femmes, je trouve, qui viennent de créer leur entreprise. Donc je trouve formidable qu'il y ait ce renouvellement dans les équipes de gestion à Paris. Et moi, ce que je retiens de mon parcours, qui est un peu bizarre, parce que finalement, après un parcours dans la fonction publique, finalement, c'était pas totalement prédestiné à faire ce métier. Ce que je retiens, c'est que il y a un moment où je pense que j'ai eu un peu d'inconscience, peut-être face au pas de côté que j'étais en train d'accomplir. Je l'ai fait à un âge où ce n'était pas forcément facile de le faire. Je pense qu'il faut, par moment, peut-être se libérer d'un certain nombre d'inhibitions qu'on peut avoir, qui sont acquises ou qui sont liées à des souvenirs d'enfants, à des craintes personnelles. Je suis assez heureuse aujourd'hui, finalement, d'avoir été à un moment un peu, pas forcément dans ma zone de confort, mais d'avoir pris ce risque de l'entrepreneuriat. Alors que finalement je pense que j'étais un peu conditionnée pour avoir plutôt peur et la manière pour moi de boucler cette boucle, c'est que lorsque j'étais en charge du digital et de l'entrepreneuriat dans la fonction publique et au gouvernement, j'ai vraiment essayé de travailler sur cette notion de peur de l'échec, de prise de risque, parce que c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on a un vrai problème avec la prise de risque, que l'échec est mal vu, que on est un peu marqué par un échec entrepreneurial. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet qui n'est pas évident parce qu'on ne peut pas légiférer dessus, on ne peut pas décréter que les choses vont changer. C'est une question de culture, d'habitus, d'éducation. Et donc finalement, je suis assez contente d'avoir d'une certaine façon démontré qu'on pouvait essayer de sauter par-dessus des barrières qui nous paraissent insurmontables. Donc voilà, désolée, c'était un petit peu d'autopromotion, mais je suis très fière de voir que l'écosystème français se développe. Je regardais les chiffres tout à l'heure de la présentation de la BPI, je trouve ça formidable, ce qui a été accompli en une dizaine d'années. Je trouve que la France a un écosystème formidable, qu'on a des entrepreneurs formidables, et donc voilà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir célébrer avec vous ce succès et de penser à l'avenir. Merci.